Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette visioconférence. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder un sujet qui est l'acidose. On va essayer de prendre contact avec Dr. Benskria qui va présenter, maître assistante à l'EPH Al Rawat. Dr. Benskria, est-ce que vous avez le son? Oui, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère. Pardon? S'il vous plaît, je demande à tous les participants de désactiver le son et la vidéo. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci, Bohem Talab, de nous donner cette occasion pour aborder ce sujet qui est très important, surtout chez nous, les réanimateurs et même si, tous les collègues. Donc, c'est un sujet très important à aborder. Aujourd'hui, vu que le sujet il est très vaste, on va essayer d'aborder d'abord l'acidose métabolique, bien sûr, en commençant par les notions fondamentales de l'équilibre acido-basique en général. Alors, on commence. On va aborder les notions fondamentales de chaque trouble équilibre, de chaque équilibre acido-basique. Puis, on va passer les principes d'interprétation de troubles acido-basiques. Puis, l'identification et classification des troubles acido-basiques. En finissant par l'acidose métabolique pour aujourd'hui, puis les autres troubles prochainement. Alors, la concentration du proton dans un milieu, elle est exprimée d'une façon logarithmique par le pH, puisque c'est le paramètre le plus facile à mesurer par un pH mètre. Donc, lorsque la concentration elle est élevée dans un milieu des protons, on appelle ça un milieu acide, donc le pH il est diminué. Et lorsque les protons sont diminués dans un milieu, le pH il sera augmenté. Donc, et c'est l'inverse. Donc, cette charge des protons qu'on appelle la charge acide, elle est régulée d'une façon très étroite, principalement par les acides faibles. Pourquoi les acides faibles? Puisque les acides forts, leur réaction se fait dans un seul sens. Donc, ils se dissocient d'une façon complète en produisant les protons. Mais les acides faibles, ils produisent les sels d'anion selon le pH du milieu. Par exemple, lorsqu'on est dans un milieu acide, maintenant, il est riche en protons. Donc, c'est la forme dissociée en sel d'anion qui va recapter les protons et va former la forme non dissociée qui est d'acide non dissocié. Et le cas contraire dans un milieu alcalin. Un milieu alcalin, il est pauvre en protons. Donc, dans un milieu alcalin, il est pauvre en protons. Donc, il y aura une libération de protons par la forme non dissociée. Ça, c'est le mécanisme qu'on appelle des tampons. C'est les couples acides non dissociés, sel d'anion. Ça, on appelle les tampons qui jouent un rôle très important dans la régulation de l'équilibre acide-base. Et je peux intervenir là, docteur Benskria, juste Oui, pour détailler un peu la régulation de l'équilibre acido-basique. Pour dire oui. qu'il y a trois mécanismes de régulation acido-basique pour tamponner une charge acide. Le système tampon est le système le plus instantané, c'est-à-dire qui réagit sur le coup. On a des tampons extracellulaires et on a des tampons intracellulaires. Les tampons extracellulaires, vous connaissez tous la bicarbonate. La bicarbonate va essayer de tamponner, mais ce n'est pas le seul système tampon. La bicarbonate constitue le système tampon extracellulaire et l'extracellulaire constitue seulement 40% de tout le système tampon. On a le plus important du système tampon et le système tampon intracellulaire. Intracellulaire comme les protéines qui sera réduit en protéinate, comme l'hémoglobine et surtout le squelette qui va libérer du phosphate qui sera réduit par en tamponnisant la charge acide. Pourquoi ouvrir la parenthèse du squelette?
parce qu'il y a un impact clinique quand il y a une acidose chronique sur le squelette de Exactement. l'être humain. Pour le deuxième système tampon, le système tampon, c'est le poumon qui va donner cliniquement une dyspnée du cuissemol. La dyspnée du cuissemol, c'est une hyperventilation qui va essayer d'éliminer le maximum de CO2 présent dans l'organisme. Et le troisième système tampon, et le troisième système qui va tamponner la charge acide, c'est les reins. Les reins vont essayer de tamponner soit par réabsorption des bicarbonates filtrés, soit par régénération des bicarbonates éliminés dans les systèmes tampons et surtout régénération à partir de NH4 qu'on va détailler par la suite. Je vous laisse la Exactement. suite. Exactement. Alors, donc, pour les approches d'interprétation des différents troubles acido-basiques, l'approche classique, qui est l'approche d'Anderson-Hasselbalch, qui se focalise principalement sur le rôle des bicarbonates et du CO2 dans l'équilibre acido-basique, en considérant comme la seule existante base, c'est le bicar, et le CO2 comme le seul acide, alors que ce n'est pas le cas, d'où vient, après cette approche classique, l'excès de base ou bien base excess de Sega Anderson, qui donne une idée principalement sur la charge acide ou bien alcaline d'un milieu. On va détailler après. Récemment, en 1970, le plus récent concept, c'est le concept de Stewart, qui aborde le rôle des acides faibles qui ont majoritairement régulé le système, le système acido-basique dans le corps, donc sont impliqués dans cette notion dernière, contrairement à la première qui est d'Anderson-Hasselbalch. Cet schéma va nous montrer l'équilibre, en général la régulation de l'équilibre d'acide-base dans le corps en impliquant tous les organes, poumons, reins, les muscles et le foie. Comme on a déjà abordé par rapport Oui, dans la plaque exactement. précédente. Exactement. Alors, en commençant concept par concept. Le premier concept d'Anderson-Hasselbalch, le classique, comme je vous ai dit, il est focalisé sur le rôle quasi exclusif du bicar et les acides forts, alors que ce n'est pas le cas, mais quand même, il reste toujours utile dans l'explication des troubles simples. Dans cette approche, les variations du pH sont liées dans le cas des troubles métaboliques au bicar et dans le cas des troubles respiratoires au PaCO2. Voilà cette approche d'une façon simple, on peut dire que l'acidité, elle est liée au taux de bicar sur le taux de carbone dioxyde. A est égal à B sur CD. Donc, toute diminution du pH elle est due à une diminution du bicar dans le cas d'acidose métabolique et qui a comme résultante ou bien comme compensation une diminution adéquate du PaCO2. Dans le cas d'alcalose métabolique, alcalose veut dire une augmentation du pH métabolique, donc elle est liée à l'augmentation des bicars, donc qui aura comme compensation une augmentation du PaCO2 et le même cas dans les deux autres troubles. Ce concept, il est limité. Pourquoi? Puisque parfois, on a des acidoses métaboliques qui ne se lient même pas à la diminution de taux de bicar. C'est-à-dire, on voit un pH qui est diminué avec un taux de bicar qui est correct. Alors que ce n'est pas le cas, donc elle est liée beaucoup plus à une augmentation de taux des acides faibles, qui sont principalement l'albumine et le phosphore. Donc là, on voit les limites de ce concept qui se base juste à l'alébécar et la pression du CO2. Donc, on passe au deuxième concept qui est l'excès de base, qui se définit comme la quantité d'acide ou bien de base nécessaire pour ramener à un pH correct un son oxygéné à la présence d'une PaCO2 correcte. Donc, il nous donne une idée générale sur l'alcalinité ou bien l'acidité du milieu. Veut dire, il nous donne juste une idée sur les troubles métaboliques. Donc, cet excès de base, il est calculé directement sur les machines de gaz. Maintenant, quand vous ramenez votre gazométrie, vous trouvez ce paramètre qui est calculé directement sur ces gazométries. Donc, Et qu'on va détailler par comme la suite, on va faire beaucoup plus de détails cliniques et pratiques par la suite. C'est juste une introduction exactement, pour des notions de base. exactement.
Exactement. Donc, l'oxyde base, comme indique son nom, c'est un oxyde base. Lorsqu'il est augmenté supérieur à 2 millimoles, il indique une alcalose métabolique. Et lorsqu'il est diminué inférieur à 2 moles, à 2 millimoles, il indique une acidose métabolique. Donc, c'est limite entre -2 et +2. Le dernier concept qui est le plus pertinent, qui est le concept de Stewart. Ce concept, il base sur les variations du pH plasmatique, qui est la conséquence de variations de degré de dissociation de l'eau plasmatique. C'est-à-dire pas que les acides et les bases, mais aussi les ions, les cations et les anions forts. Donc, la dissociation de l'eau, elle va produire des protons. Donc, lorsque la dissociation d'eau elle va augmenter, donc il y aura une augmentation du proton, elle va entraîner une acidose. Lorsque la dissociation elle est diminuée, elle va nous produire une alcalose. Donc, elle base ce concept, il base sur 3 principes. L'électroneutralité veut dire les charges négatives égales aux charges positives, la loi de la conservation de la masse et l'équilibre de dissociation électrochimique. Il faut Grosso garder, modo, pardon, docteur, il faut oui, juste garder à l'esprit le terme électroneutralité, parce que c'est un terme très important pour oui, comprendre exactement. le flou anionique par la suite. Oui. Alors, grosso modo, les variations du pH plasmatique dans le concept de Stewart, elle est due à trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la différence des charges entre les cations et les anions forts, qu'on appelle le strong ion difference, qui est la différence entre la charge cationique et la charge anionique. Le deuxième paramètre, c'est la pression du CO2, puisque c'est le principal capital qui est lié c'est le seul système tampon ouvert via la ventilation. Donc, toute augmentation de PaCO2 acidose, toute diminution alcalose. Et lié aussi à la masse totale des acides faibles. Là, c'est la chose qui apporte ce concept, c'est-à-dire qu'il implique le rôle des acides faibles dans les troubles acido-basiques. Comme le schéma montre, donc toute augmentation du PaCO2 entraîne un effet acidifiant. Toute augmentation des acides faibles, comme je vous ai dit, principalement c'est l'albumine et le phosphore, donc toute augmentation des acides faibles va entraîner aussi une acidose métabolique. Et toute augmentation du CID va entraîner une alcalinisation. Vous allez me dire que il est où le rôle des bicars. Je vais vous dire que les bicars sont impliqués dans ce CID, puisque le CID, voilà le CID. Donc, le CID, c'est la différence entre les cations et les anions, contrairement au trou anionique. Pourquoi il est différent du trou anionique? Là, les bicars sont impliqués, sont dans le CID, sont considérés dans le CID. Donc, toute diminution du CID, il y a une diminution des bicars. Donc, il y aura une acidose. Et toute augmentation du CID, y compris le taux de bicar, donc il y aura un effet alcalinisant. Donc, augmentation du CID, augmentation du bicar, augmentation de l'effet alcalinisant. Voilà Pardon, docteur, il y a juste, on est un peu oui, perdu sur le site. C'est quoi la différence entre le site et le flou anionique? et le trou anionique. Justement, je vous ai expliqué que le CID et la différence entre le CID et le trou anionique, que le trou anionique n'implique pas, c'est-à-dire n'implique pas la présence des bicars. Le trou anionique, c'est la différence D'accord. entre. Donc, pour rappeler à nos chers auditeurs, le trou Oui, anionique, c'est la somme des sodium, potassium, moins le chlore et le bicarbonate. C'est ça. exactement, exactement. Mais dans D'accord. le CID, non, le CID, il ne rentre pas dans la différence entre les anions et les cations. D'accord. Voilà. Donc, le tableau explique l'acidose dans le concept de Stewart. Il est dû à une diminution de CID, veut dire une diminution des anions ou bien une augmentation des cations. Une diminution pardon. Dans l'acidose, elle est due à une diminution de CID, une augmentation de chlore et une hyponatrémie, ou bien une augmentation des acides faibles, c'est-à-dire augmentation du taux d'albumine ou bien du phosphore.
Dans le cas d'acidose métabolique, le respiratoire, il est clair qu'elle est due à une augmentation du CO2. Dans le cas d'alcalose, l'alcalose, on dit alcalose, maintenant augmentation du CID. Augmentation du CID, soit par l'augmentation des bicars, ou bien l'augmentation de la différence entre cation et anion, c'est-à-dire hypochlorémie ou bien une hypernatrémie, ou bien d'émission de taux d'albumine. J'espère que c'est clair, puisque c'est ça beaucoup plus le concept, le nouveau concept qu'on devrait l'impliquer dans l'interprétation prochainement des troubles acido-basiques. D'accord, c'est clair. Je passe. Maintenant, après les concepts, on va aborder un peu les outils de diagnostic. Les outils de diagnostic, après l'interrogatoire, bien sûr, et l'examen clinique, les examens biologiques, et principalement la gaz du sang, qui doit être fait sur le niveau artériel. Dans les paramètres sont les suivants. Le pH doit être compris entre 7,38 et 7,42, et la pression CO2 entre 45 et 35, et les bicars entre 22 et 26. Intervenir juste pour dire que l'incompatibilité Oui, avec la vie en cas d'acidose, c'est inférieur à 7. Et en cas d'alcalose, c'est supérieur à 7,8. Mais comme on dit, la médecine n'est pas une science exacte. On a des chiffres oui, à 6,9 des patients qui ont récupéré par une dialyse dans le cadre bien sûr, d'insuffisance rénale. D'accord, bien sûr. d'accord. Et l'ionogramme, c'est pour beaucoup plus pour calculer le cycle dans le concept de Stewart, tel que le taux de chlorémie, kaliémie et la natrémie et les acides faibles. Maintenant, on passe au calcul de trou anionique plasmatique. D'abord, le trou anionique plasmatique a intérêt dans les acidoses métaboliques beaucoup plus. Pourquoi les acidoses métaboliques? Les acidoses métaboliques, on a deux origines, on va les aborder à la fin. Donc, ce trou anionique va nous donner une idée sur l'origine de ce trouble. Est-ce qu'il est d'origine organique, c'est-à-dire puisque le trou anionique, il est basé sur le principe d'électroneutralité. Il est dû aux charges, c'est-à-dire c'est la différence entre les charges positives et les charges négatives. Et vu qu'il y a toujours des indosés anioniques, donc il y aura toujours une différence. Donc, Il y a pardon, toujours une docteur différence. Benzaria. Le Oui, premier et le principal outil diagnostique étiologique d'une acidose métabolique, c'est le trou anionique. D'accord? exactement. C'est quoi? Exactement. Le trou anionique est toujours positif. Pourquoi il est toujours positif? Parce qu'il y a des anions indosés qu'on ne peut pas doser. Et quand on aura un trou anionique positif, parce qu'on a gardé une électroneutralité du plasma, c'est-à-dire les charges positives doivent être égales aux charges négatives. C'est ça. Négatif. Par conséquent, on va tirer deux choses, un trou anionique élevé ou un trou anionique normal. Et je vous laisse la parole pour détailler la suite. Exactement. Voilà cette plaque qui montre la différence entre le CID dans le concept de Stewart, dont les bicars sont impliqués dans le CID, et le trou anionique qui apporte juste la valeur des acides faibles. Comme mon collègue vous a expliqué, qu'il n'y aura jamais une diminution de trou anionique, puisqu'il y a toujours une compensation par du chlore, même s'il y a une diminution des acides faibles ou bien des bicars, il y aura toujours une compensation par du chlore, donc il n'y aura jamais une diminution de trou anionique. Mais par contre, on peut avoir une augmentation de trou anionique par la présence d'autres anions qui ont exogènes peut-être, ou bien essentiel, il y a un truc qui est nouveau, c'est-à-dire il y aura Que ce soit pas exogène ou endogène, un autre anion exactement, de charge acide, que ce soit exogène ou endogène. Et on va détailler ça exactement. par la suite dans les étiologies. Voilà. Alors, pour identifier, maintenant on passe à la partie pratique. Pour identifier Pardon, ou bien docteur classifier Betskria. un trouble. Juste, Oui. docteur Betskria, juste pour rappeler. Donc, Mm. une démarche diagnostique clinique devant une acidose métabolique, ça se passe en trois étapes. La première étape, c'est l'identification du trouble en cause, c'est-à-dire l'étiologie par calcul du trou anionique. Et on va voir c'est quoi un trou anionique et c'est quoi la différence entre un trou anionique normal et un trou anionique élevé. Élevé, Le voilà. deuxième étape, ça on connaît tous, mais le deuxième étape qu'on ne fait pas et qu'on ne connaît pas tous, c'est la calcul de la PaCO2 attendue. Le calcul Exact. de la pression de CO2 attendue,
Si on a une valeur supérieure à cette CO2, c'est-à-dire qu'il existe un trouble mixte, c'est-à-dire une composante d'acidose respiratoire. Si cette PaCO2 atteint mon chiffre calculé ou elle est basse, le trouble il est métabolique pur, il y a pas une composante respiratoire. Et on va voir ça par la suite. Voilà, j'allais expliquer ça. Surtout cette partie en général méconnue de cette réponse prévisible. Donc, comme on a dit, l'identification de troubles acido-basiques primaires en basant sur l'approche d'Anderson-Hasselbalch. C'est simple, voilà un pH qui est diminué, donc c'est une acidose. On va voir est-ce que c'est la diminution des pK qui est en cause ou bien c'est l'augmentation du CO2 qui est en cause. Puis, on va passer à la réponse prévisible et la fin, on va voir est-ce que c'est un trouble simple ou bien mixte ou bien complexe. Je vais vous expliquer c'est quoi un mixte, c'est quoi un complexe. Alors, il y a quelques notions que je dois vous expliquer. Il y a une différence entre la acidémie et une acidose. L'acidémie, c'est quoi? L'acidémie, c'est la valeur d'une pH qui est diminuée, point à la ligne. C'est-à-dire une valeur de pH qui est diminuée, on appelle ça une acidémie. Mais l'acidose, c'est un processus physiopathologique qui n'est pas vraiment nécessaire associé à un pH qui est anormal. Donc, par exemple, dans une gazométrie, vous allez la ramener, vous trouvez un pH qui est correct, mais il y a une variation du Bécard, il y a une variation du CO2. Cette variation peut normaliser ce pH, mais il y a un problème là-dedans. Donc, l'acidose, elle ne veut pas dire, c'est-à-dire à vrai sens, une acidémie. Donc, l'acidémie seule, c'est la variation du pH. Lorsqu'il y a d'autres troubles à l'intérieur, on peut parler, puisque dans la même gazo, on peut trouver une acidose métabolique, une alcalose respiratoire avec un pH qui est correct. Donc, ça, c'est la différence entre le mot acidémie et l'acidose, et le même cas pour l'alcalémie et l'alcalose. Voilà un exemple comment on peut calculer la réponse prévisible, c'est-à-dire ça après l'identification du trouble principal. Le trouble principal, c'est en basant sur le principe d'Anderson-Hasselbalch. Vous voyez comme l'exemple d'acidose métabolique. Acidose métabolique veut dire une diminution de pH qui est en rapport avec une diminution des bicarb. Cette diminution des bicarb, elle doit avoir comme compensation pour normaliser ce pH une diminution du CO2. Mais cette diminution du CO2 doit être adéquate à cette diminution des bicarb. Si elle est trop diminuée, on a une diminution excessive de CO2. Donc, il y a une composante d'une alcalose respiratoire. Si cette réponse qu'on trouve dans la gazométrie, elle est supérieure à la réponse prévisible, donc il n'y a pas une élimination correcte du CO2, donc il y a une composante d'une acidose respiratoire associée. Si le cas d'une acidose métabolique avec une acidose respiratoire, on appelle ça un problème mixte, une acidose mixte. S'il y a l'acidose métabolique avec une alcalose respiratoire, donc deux problèmes qui allant de deux sens différents, ça c'est un problème complexe. J'espère que c'est clair. Donc, les troubles mixtes sont des troubles qui vont dans le même sens. Acidose métabolique et respiratoire, alcalose métabolique et respiratoire, mais les problèmes complexes sont deux, voire trois troubles. Deux problèmes qui ont acidose et une alcalose. Dans le cas de trois troubles, vous allez me dire comment ça peut passer. Je vous dis qu'on peut avoir, oui, trois troubles, mais on peut, dans ces trois troubles, il y aura comme trouble respiratoire qu'un seul trouble respiratoire. Puisqu'en réponse, on sait que le respiratoire, il y a que soit hyperventilation, soit hypoventilation. Donc, un seul problème respiratoire avec deux problèmes métaboliques. Métaboliques, on peut voir deux. Par exemple, une acidose métabolique liée à une présence à une perte des bicarb, avec une alcalose métabolique qui est due à un autre problème. Donc, ça peut exister. Trois problèmes. D'accord. Donc, récapitulons. Juste une petite récapitulation. On va tout d'abord calculer un trou anionique sanguin pour définir s'il y a un trou anionique normal qu'on appelle hyperchlorémique, l'élévation du chlore. Je vais l'apporter. Et deuxième étape, c'est calculer la PaCO2 attendue
pour éliminer un trouble mixte, c'est-à-dire une acidose respiratoire associée. C'est ça. Oui, D'accord. exactement. Voilà, voilà L'évaluation de la pour réponse prévisible. ouais, il y a un son bizarre. Alors, pour l'acidose métabolique, voilà la première équation qu'on peut calculer par laquelle la réponse prévisible. Oh, je vais vous faire après un exemple, mais vous allez garder à la tête cette notion qui est la diminution de la pression. La diminution de la pression du CO2 doit être équivalente à 1,3 à la diminution des bicarb. On va l'utiliser cette équation après. Maintenant, on passe à un autre sujet qui est l'acidose métabolique. Donc, l'acidose métabolique, selon le concept d'Anderson-Hasselbalch, elle est due à une diminution des bicarb, soit digestif, soit rénal. Selon le concept de Stewart, elle est due soit à une accumulation des acides organiques, lactate ou bien corsitonique, ou bien à une acidose minérale qui est due à une hyperchlorémie. Donc, l'interrogatoire ou bien les signes cliniques, bien sûr, toujours, c'est un problème. Oui, c'est vrai, le diagnostic il s'est fait biologiquement, mais on ne peut pas lancer comme ça une gazométrie ou bien un ionogramme sans signe clinique. En général, ces Pardon, signes docteur cliniques, Benzaria, juste pour oui, intervenir. On a un signe oui, clinique par an. Et je peux dire si le signe clinique qu'on peut voir, si la dyspnée du doucement, oui, c'est ça. C'est-à-dire oui, c'est qu'on a une l'hyperventilation. hyperventilation avec des pauses inspiratoires et expiratoires. C'est ça. Exactement, exactement. D'accord. Les autres signes, c'est beaucoup plus, on peut l'observer dans les acidoses sévères. Les Exactement. presque les acidoses sévères, telles que Et les manifestations cardiovasculaires, troubles de rythme, j'ouvre collapsus, la voire parenthèse, un hyperchoc. pardon, docteur Benzaria, Oui, j'ouvre la parenthèse pour les manifestations cardiovasculaires. Parce que oui, c'est disconcordant. On dit d'abord, dans une acidose métabolique, tout d'abord, on a une HTA. Mais par la suite, si l'acidose se maintient dans le temps, elle va causer une dépression myocardique. Dépression myocardique va engendrer beaucoup plus un collapsus ou un choc cardiogénique. Donc, une exactement. HTA ou un choc cardiogénique, c'est un peu contradictoire, mais c'est lié par rapport au temps et la durée de l'installation. Et le plus, la chose la plus mortelle, c'est le trouble de rythme. Elle va causer un trouble de rythme qui va donner une asystolie ou une fibrillation, qui est la chose le plus souvent mortelle. Exactement. Bon, heureusement, c'est des signes cliniques qu'on voit dans beaucoup plus les acidoses sévères. Les acidoses sévères. C'est pour ça l'indication de traitement qu'on va aborder à la fin, c'est vraiment débattu. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est les manifestations cardiovasculaires, c'est les plus à craindre. Mais puis, les signes neurologiques qui peuvent aller de simple céphalie, obnubilation, voire coma. Il peut exister aussi une baisse de contractilité des muscles squelettiques, comme vous avez expliqué, c'est beaucoup plus dans l'acidose chronique. Exactement, c'est de l'acidose chronique et juste l'atteinte du squelette humain par démyélisation osseuse. Voilà, avec les signes digestifs, bien sûr, tels que les nausées et vomissements, qui vont aggraver les pertes des bicards, ils vont aggraver la situation beaucoup plus. Et comme compensation, c'est l'hyperventilation. Donc, puisque c'est une acidose, une diminution du pH métabolique, diminution de bicards, qui doit avoir comme compensation une diminution de CO2 par élimination de CO2 par cette hyperventilation, traduit cliniquement par la dyspnée de Kussmaul. Les signes biologiques, bien sûr, dans la gazométrie, on va trouver une diminution du pH, une diminution des bicards et surtout l'excès de base. Cette SBE, c'est le standard base excess, qui est en général toujours calculé dans les paramètres, c'est l'excès de base, c'est l'excès de base en fonction de l'albumine. C'est le paramètre à calculer en général. Et une diminution du PaCO2 comme réponse. L'excès de base, puisque c'est un trouble métabolique, bien sûr, on va trouver un paramètre, un chiffre qui est inférieur à moins 2. Donc, l'acidose métabolique est simple. C'est la PaCO2 mesurée ou égale à la prévisible. Il y a un cas clinique à la fin, on va l'aborder s'il est une acidose métabolique simple ou bien associé à un autre problème.
Maintenant, on va passer au diagnostic étiologique. L'acidose métabolique, c'est bon, on a fait le diagnostic par une gazométrie. Maintenant, c'est quoi l'étiologie de cette acidose métabolique? Le seul moyen qui va nous aider, c'est le trou anionique et le taux de chlorémie qui est, qui est impliqué dans le calcul de ce trou anionique. Euh, c'est à Dr. Bohentala qui va prendre la parole ici, puisque c'est beaucoup plus, c'est son domaine. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez le son? Oui. D'accord. Donc, par rapport au trou anionique, on a calculé notre trou anionique. On a un trou anionique élevé, un trou anionique normal qu'on appelle hyperchlorémique. D'accord? Un trou anionique élevé, c'est-à-dire qu'il existe des anions indosés. Le plus souvent, c'est des acidoses métaboliques. La plus courante des acidoses, c'est l'acidose métabolique par hyperlactatémie, c'est-à-dire une acidose lactique tout simplement. Une acidose lactique, on voit ça de tous les mécanismes anaérobies, c'est-à-dire quand on a par exemple un état de choc, un état cardiogénique, que ce soit cardiogénique ou autre infection. Autre, une acidose métabolique par acidocétose, c'est-à-dire accumulation du corps cétonique. Mais l'acidocétose n'est pas seulement diabétique. Il faut aussi mettre à la tête qu'il existe des acidocétoses du genre prolongé ou des acidocétoses liées à l'alcoolisme prolongé ou acidocétose métabolique par ingestion de toxines, surtout les toxines qui sont disponibles. Ce n'est pas vraiment des toxines, comme si on parle de salicylate. Si on ingeste trop de salicylate, on va causer une acidose métabolique par ingestion de ces produits. Mais si on parle de toxines, on va parler beaucoup plus d'éthylène-glycol. L'éthylène-glycol, c'est l'eau de refroidissement des voitures. Et on voit ça beaucoup plus chez les jeunes qui, vont boire cette eau et qui est néfaste, qui va donner une acidose métabolique. Ça, c'est des acidoses métaboliques à taux anionique élevé. Donc, c'est du trou anionique normal, c'est-à-dire hyperchlorémique, c'est beaucoup plus la perte de base. Quand les bicarbonates sont réabsorbés au niveau du côlon, donc toute colostomie ou toute diarrhée va engendrer une perte des bicarbonates qui va engendrer par la suite une acidose métabolique hyperchlorémique. Là, je tire une parenthèse pour dire que on peut avoir une acidose métabolique par ingestion de toxiques hyperchlorémiques, c'est-à-dire un trou anionique normal. Pourquoi? Oh my Parce que God. la toxine elle-même, elle présente dans sa composante du chlore qui va Oui. augmenter, qui va donner un trou anionique normal par hyperchlorémique. Par exemple, si je donne chlorhydrate de lysine, sulfate de méthionine, c'est beaucoup plus des acides aminés qui vont donner du chlore pour augmenter pour donner de l'hyperchlorémie, qui vont donner un trou anionique normal. Donc, pour les Voilà. autres éthologiques, l'acidose métabolique à trou anionique normal, c'est-à-dire hyperchlorémique, on a les acidoses papillaires digestives, comme on a expliqué, qui est la plus fréquente qu'on voit. Les acidoses tubulaires rénales, c'est un grand sujet à débattre et qu'on va faire par la suite ou dans une autre présentation. Il existe en général 4 types d'acidose tubulaire, mais à notre niveau-là, on doit connaître le syndrome de Fanconi qui est dysfonction tubulaire proximale, qui va donner perte de bicarbonate, il va donner une hypophosphatémie, il va donner beaucoup plus de perte de glycosurée, normoglycémique. Pourquoi insister sur le syndrome de Fanconi? Parce que c'est un syndrome qu'on peut avoir comme secondaire suite à un Waldenström, à une maladie de surcharge. Mais je vous promets qu'on va détailler les acidoses tubulaires rénales dans une autre présentation pour ne pas encombrer cette présentation. Il y a aussi l'acidose métabolique par solide de remplissage vasculaire. J'ouvre une parenthèse. Surtout Tout, le salé. exactement. Pardon, vous avez le son. J'ouvre une Oui. parenthèse pour dire quelque chose. Tout patient en déshydratation ou en contraction boulimique, il est en alcalose. D'accord. Pourquoi? Parce que la réabsorption du chlore, la réabsorption du sodium pour maintenir un volume sanguin stable va s'accompagner par la réabsorption du bicarbonate. Donc, on appelle ça l'alcalose de contraction. L'inverse est correct, c'est-à-dire quand le patient il est en hypervolémie, là, il existe une acidose métabolique, c'est par diminution de la réabsorption du Na au niveau rénal et par conséquent du bicarbonate. D'accord? Et surtout, les solutés de remplissage qui sont pauvres en bicarbonate.
Pour terminer, Oui. je vais aborder le sujet de l'insuffisance rénale. Et je vais vous poser la question. Est-ce que l'insuffisance rénale est une acidose métabolique à taux anionique élevé ou à taux anionique normal? Là, vous allez me dire qu'il n'y a pas de régénération du bicarbonate et qu'il n'y a pas d'élimination du bicarbonate. Et on va voir un trou anionique normal hyperchlorémique. Là, je vous dis que non, c'est un trouble mixte qu'il y a. Non seulement de la régénération du bicarbonate, mais il y a aussi des anions indosés qui ne sont pas éliminés par le rein. Donc, Qui vont être insuffisance, accumulés. ils vont être accumulés dans le sang. Donc, l'insuffisance rénale est une acidose métabolique à trou anionique élevé et non à trou anionique normal, mais le Mais ça mécanisme veut pas dire que, mais ça veut pas dire qu'un 3 ionique est mais ça veut pas dire qu'elle est minérale, qu'elle est exactement. organique, qu'elle est organique. Pardon, là, Allez. j'ai eu une intervenante. Elle dit, vous pouvez réexpliquer l'alcalose de contraction. C'est pas rétraction, docteur, mais c'est contraction. L'alcalose de tout patient, j'explique, depuis le début, tout patient en déshydratation ou contraction, il est en alcalose métabolique jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi il est en alcalose? Le rein va essayer de réabsorber le sodium et par conséquent, il va réabsorber le bicarbonate. Tout simplement. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez me répondre sur le message. Donc, un patient en contraction volumique va essayer de réabsorber le sodium et par conséquent, il va réabsorber les bicarbonates, donc va causer une alcalose métabolique. Au contraire, un patient en hypervolémie, il est en acidose métabolique jusqu'à preuve du contraire, surtout les remplissages vasculaires, parce que les solides de remplissage vasculaire, de un, pas, ils sont pauvres en bicarbonate, de deux, il y a diffusion, il y a élimination rénale du sodium et par conséquent élimination du bicarbonate. Et là, Là, vous avez, je ferme là, la pardon, parenthèse. là, vous avez incriminé le concept de Stewart, Dr. Bohentala. Oui, bien sûr. Donc, vous avez parlé de la surcharge. Donc, il y aura une hyperhydratation, une hypernatrémie. Une hypernatrémie, donc une augmentation du CID. Donc, donc on aura l'effet alcalinisant. Exactement. Et là, Voilà, je vous laisse la parole pour continuer la suite. exactement. Là, pardon. Là, une autre plaque qui va nous résumer ce que mon collègue a dit. Le trou anionique, c'est-à-dire le trou anionique dans l'étiologie. Le trou anionique, comme on a dit, il n'est jamais diminué. Il est soit normal, malgré la diminution des bicars par la compensation de chlore dans le cadre d'électroneutralité. Donc, il sera normal dans l'hyperchlorémique, donc les acidoses minérales. Il sera augmenté par la présence d'autres acides organiques, les corps cétoniques, l'acide lactique et n'importe. Voilà. Maintenant, on passe aux moyens de traitement. Pour les moyens de traitement, avant d'aborder ça, ce n'est pas systématique d'alcaliniser un patient, puisque comme cette acidose a des effets délétères, les troubles de rythme, les troubles neurologiques, elle a aussi des effets bénéfiques. Surtout, donc, Pardon, docteur oui, Masseria. Juste oui, on dit qu'un pH inférieur à 7, supérieur à 7,2, il n'y a pas c'est ça. d'indication d'alcaliniser. Ah, Exactement. Mais exactement, mais il selon faut les corriger dernières, le trouble. C'est ça. voilà. Justement, toujours cette alcalinisation, elle est toujours un sujet de débat. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment, c'est-à-dire les dernières, j'ai essayé d'extraire trois indications principales d'alcaliser. Mais en général, pourquoi elle est toujours un sujet de débat? Puisque l'alcalinisation, comme l'acidose en elle-même, elle a des effets délétères, elle a des effets bénéfiques. Comme vous savez tous, la courbe de dissociation de l'hémoglobine de l'oxygène. Il y a que dans le cas d'acidose, elle va libérer beaucoup plus. Il y aura une libération simple, il y aura une diminution de l'affinité de l'hémoglobine de l'oxygène. Donc, il y aura une libération de l'oxygène, d'accord? Pas comme l'alcalose. Il y aura d'autres effets bénéfiques aussi de cette alcalose. Donc, et même l'alcalinisation en elle-même, elle a des effets délétères. Pourquoi? En commençant par le premier moyen d'alcalinisation, pardon, en commençant par le premier moyen d'alcalinisation, c'est les bicarb du sodium. Si vous voyez que dans cette réaction, les bicarb du sodium, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recapter les protons en formant du sodium, de l'eau et du CO2. Donc,
qu'en conséquence, c'est clair, la formation du CO2, le CO2 de sa forte solubilité, il va entrer dans les cellules en intracellulaire, il va entraîner, comme on appelle, une acidose hypercapnique intracellulaire, qui a des effets délétères sur le fonctionnement des organismes intracellulaires. Ça, comme première des choses. Deuxième des choses, il y aura une production excessive du sodium. Donc, il y aura une hypernatrémie. Donc, on ne doit pas vraiment aller à l'alcalinisation, sauf dans les indications, comme mon collègue a dit, les acidoses sévères. C'est-à-dire déjà, on est dans la cata, déjà on Certains a une disent acidose sévère, inférieur à 7,2 et d'autres disent 7 points. 7, Inférieur oui, 7,2 et d'autres disent 7,1 pour diminuer exactement. l'alcalinisation. En général, les indications que j'ai trouvées récemment dans le dernier article de 2020, il parle que les indications sont limitées aux patients qui présentent une insuffisance rénale. Donc là, c'est le mécanisme, l'organe qui régule principalement l'équilibre acido-basique. Ces patients qui ont une insuffisance rénale CADIGO stade 2 ou bien 3, c'est eux qui nécessitent une alcalinisation puisque le rein, qui est le principal organe d'alcaliniser le plasma, il n'est pas fonctionnel. La deuxième indication, c'est l'arrêt cardio-respiratoire s'il est prolongé plus de 10 minutes, puisqu'avant 10 minutes, c'est beaucoup plus une acidose respiratoire. Il y a une accumulation de CO2 qu'on peut la régler par une bonne ventilation. Après 10 minutes, c'est l'acidose métabolique qui va s'installer. Il n'y a pas de mécanisme pour lutter contre. Et la troisième indication, si l'acidose est secondaire à une perte des bicarbonates, soit par voie rénale, soit par voie digestive. Ça, c'est 3 indications principales de alcaliniser chez un patient qui présente une acidose sévère. Troisième moyen d'alcaliniser, c'est l'épuration extrarénale. C'est en cas d'insuffisance rénale, c'est votre domaine, Dr. Bonantala. Puisque dans les insuffisances rénales, on va jouer sur le CID beaucoup plus, on va éliminer les anions beaucoup plus, on doit augmenter le CID. Donc, on doit jouer sur la fraction anion. Donc, on va diminuer les anions organiques. Ça Pardon, pour première. Dr. Besseria, est-ce que je peux vous voler la Oui, parole bien juste sûr. une Bien seconde? sûr. Ouvrir une parenthèse. En alcalinisant le plasma, Oui. on va causer une hypocalcémie, même un taux de calcium normal. Il faut toujours associer du calcium à l'alcalinisation. Pourquoi? Tout d'abord, le calcium, il est lié à l'albumine. Presque la moitié du calcium dans le plasma, il est lié à l'albumine. Et la Oui. fraction libre, c'est la fraction qui est biologiquement active. D'accord? Oui. Donc, en cas d'acétose, il y a une compétition pour le site d'albumine entre les H+, et le calcium. Quand je commence à alcaliniser, éliminer les H+, il y aura libération des sites d'H+, sur l'albumine. Et le site, quand il sera libre, il va accrocher le calcium. Quand le calcium se liera à l'albumine, la fraction libre va chuter. Et quand elle va chuter, le patient va convulser tout de suite. Ça va causer une hypocalcémie aiguë et le patient va convulser. Et là, Très on bien. doit corriger la calcémie par rapport à toute alcalinisation du plasma. D'accord? D'accord. Donc, c'est Donc, juste c'est une ça. parenthèse à ouvrir. Devant toute alcalinisation, Là, dans notre on devrait quotidien, recharger. en Oui. localisation, dans la dialyse d'urgence pour une acidose, là, on associe du calcium systématiquement pour éliminer parce qu'il y a élimination brutale des H+, ça va engendrer une hypocalcémie par le mécanisme que je viens de citer. Et on doit associer du calcium systématiquement, surtout pour les acidoses chroniques, où il y a toujours la liaison H+albumine. D'accord? D'accord. 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 D'accord, je vous laisse la parole Alors, pour la suite. très bien. Ça, c'est pour les deux moyens d'alcalinisation. Le premier qu'on utilise, c'est les bicarb du sodium. Et le deuxième, c'est l'épuration extra-rénale. Et récemment, il y a deux molécules, bon, je ne sais pas s'ils existent chez nous ou pas, mais il y a ces deux molécules par rapport au bicarb et sa production du CO2, ils ont produit ces deux molécules. Le premier, c'est le carbicarb.
C'est un mélange entre le bicarbonate du sodium et le carbonate et le carbonate. Donc, cette molécule va réagir avec du l'eau et du CO2 en produisant des bicarb, qui ont un effet alcalinisant, et du sodium. Donc là, il y aura moins de production du CO2, donc moins d'effet délétère de cette acidose hypercapnique. La deuxième molécule, c'est le TAM, le trihydroxyméthylaminométhane, qui va se réagir aussi avec de l'eau et du CO2 en produisant des tampons qui peuvent aller en intracellulaire, qui jouent un rôle d'un tampon intracellulaire. Pardon, mais Donc, c'est c'est des juste, molécules. c'est Oui, bien de les connaître et de savoir oui, l'utiliser, exactement. C'est des mais molécules, ils ne sont pas disponibles chez nous. On a on ne juste sait pas, le j'ai bicarbonate. essayé de chercher, il n'y a pas, on a juste le bicarbonate à 1,4%. Mais c'est des molécules très intéressantes par rapport aux effets délétères du bicarbonate au sodium. Donc, D'accord, c'est intéressant de les savoir. bien sûr. Juste En par rapport, résumant, juste par oui, rapport, pardon, docteur Tskria, juste par rapport aux durées oui. d'alcalinisation. On doit respecter un temps précis d'alcalinisation. C'est juste parce, Oui, parce il y a des formules, oui, c'est vrai, il y a une formule. Je ne l'ai pas apportée puisque ce n'est pas vraiment utilisé en général. Et il vous dit qu'on devrait, on devrait alcaliniser la moitié du déficit. On doit calculer le déficit. Et on corrige la première moitié dans 8 heures et la deuxième en 12 heures. Mais j'ai trouvé d'autres qui utilisent une autre formule en corrigeant, en ajoutant 0,2 millimol par kilo par heure. d'accord. Donc, C'est-à-dire, juste pour le déficit, la formule que j'ai trouvée, c'est 0,6 fois le poids fois la oui, différence entre bicarbonate souhaité et bicarbonate actuel. En utilisant euh, cette formule, on va avoir la quantité de bicarbonate à perfuser. à Mais on perfuser. va, exactement, mais on va La pas faire moitié, c'est juste la moitié dans la première 12 heures très bien. et la deuxième moitié dans le 24 heures, voire c'est le même principe de la correction du hyponatrémie. D'accord. C'est juste pour ne pas corriger Eh, rapidement. D'autres dit, Et j'ai trouvé cette nouvelle formule de 0,2 millimol par kilo par heure. C'est très intéressant aussi, c'est-à-dire l'essentiel, notre principe, c'est de corriger progressivement. d'accord. C'est de corriger progressivement. Je me souviens que pourquoi on doit corriger progressivement, on n'oublie pas qu'il y a le pH de l'LCR. Ce pH d'LCR, on ne doit pas le changer rapidement, sinon il y aura des dégâts sur la transmission neurologique. Donc, c'est pour ça, c'est ça l'effet délétère Exactement, d'une parce que correction trop rapide. l'adaptation des pH du LCR, elle n'est pas C'est les spontanément au cellules, pH plasmatique. voilà. C'est les cellules neurologiques en premier lieu, c'est les cellules cardiaques en premier lieu, puis les cellules neurologiques en deuxième lieu qui seront touchées. C'est pour ça qu'on doit corriger progressivement, en calculant le déficit et la moitié dans les premières 12 heures et la deuxième dans 24 heures, ou bien la formule de 0,2 millimol kilo par heure. D'accord. Et comme moyen aussi, comme Voilà. moyen d'alcaliniser, il ne faut pas oublier l'épuration extrarénale. C'est-à-dire, par exemple, si on a une acidose métabolique par ingestion de metformine qui est connue comme glycophage, on va faire d'une pierre deux coups, on va épurer pour éliminer l'acidose engendrée Bien et sûr. éliminer les mêmes médicaments. Je ne me souviens plus si le médicament est dialysable ou non. Et si le médicament est dialysable, on va faire d'une pierre deux coups. Bien sûr, D'accord. dans les acidoses métaboliques organiques, tant que le produit il est dialysable, on doit donner un coup pour aider. Exactement. Juste autre chose qu'on a oublié de citer, on a cité le calcium et la calcimie pour l'alcalinisation. Il faut juste citer autre chose, la calinée. En cas d'acidose métabolique aiguë, on a toujours une hypocalémie. Là, si je ne me trompe pas, et Là, c'est c'est l'hypercalémie. l'hypercalémie beaucoup plus. Par, C'est le site. On revient toujours au exactement, site. exactement. C'est Toute l'hypercalémie. hypernatrémie, toute Donc, le, hypercalémie, acidose, toute hyponatrémie, hypocalémie, alcalose. Exactement. Donc, acidose aiguë, hypercalémie, par quel mécanisme l'entrée cellulaire du H plus est sortie du K plus,
Mais dans le cas d'acidose chronique, on aura une hypocalémie par fuite rénale du potassium. D'accord. Oui. Il y a autre chose qu'on n'a pas parlé, qu'on va aborder dans d'autres thèmes, Inch'Allah, c'est le taux anionique urinaire pour voir s'il y a adaptation rénale ou non à l'élimination de la charge par l'ammoniac. Il y a ce qu'on appelle le taux anionique urinaire qu'on va aborder dans d'autres occasions, Inch'Allah. Il ne faut pas oublier qu'en cas d'acidose Oui, aiguë, on aura toujours de l'hypercalémie et en cas d'acidose chronique, on aura de l'hypocalémie. D'accord. très bien. Voilà. Et si j'ouvre la parenthèse, en cas Oui. d'acidose, en cas de correction, d'acidocétose, on dit toujours qu'il faut faire attention à l'hypocalémie. En alcalinisant, on va causer une hypocalémie aussi de transfert. Ça, c'est Bien sûr, juste. puisque l'insuline il fait le transfert du potassium en intracellulaire. Exactement. Donc, il faut toujours faire attention à l'hypocalémie. D'autres vont dire que je vais substituer systématiquement, d'autres non, je vais contrôler. Mais l'hypocalémie, Et on aura. heureusement que vous avez ouvert cette parenthèse de l'acidocétose, Dr. Bourentala. Dans le traitement, c'est beaucoup plus, il vous dit que le traitement symptomatique d'étiologie, en général, il est suffisant de corriger cette acidose métabolique Exactement. D'accord. avant d'aller à l'alcalinisation et tout. Donc là, c'est-à-dire les causes principales, soit comme l'acidocétose, le traitement de son traitement, les autres étiologies. Le traitement symptomatique, en général, est suffit, sans, sauf si on a une acidose sévère. Exactement. Donc, on est arrivé à la Alors, conclusion, c'est ça? bien sûr, Résumons. et un petit cas clinique. En résumant, les étapes pour interpréter les résultats de la gazométrie. Aujourd'hui, juste avant de continuer, aujourd'hui, on a abordé juste l'acidose métabolique pour ne pas trop encombrer, juste pour un essai, puisque c'est la première visioconférence qu'on va la faire, juste pour être plus précis et pour ne pas perdre la concentration dans d'autres choses. Alors, en résumant, les étapes pour interpréter les résultats de la gazométrie sanguine. D'abord, évaluer le pH. Dans le cas TANA, s'il est diminué, c'est une acidémie. S'il est augmenté, une alcalémie. Donc, on va voir cette diminution du pH, elle est due à une diminution des bicarb dans le cas d'acidose métabolique ou bien une augmentation du CO2. Dans notre cas, si une acidose métabolique, c'est une diminution du pH par rapport à une diminution de CO2, du bicarb, pardon. Donc, on va calculer la réponse prévisible du CO2. Si elle est diminuée par rapport à la normale, donc il y aura une élimination en excès, donc il y a une alcalose, alcalose respiratoire. S'il y Pardon, a docteur une... Betsari, il y a juste un petit point. Vous ne nous avez Oui, pas donné la formule pour la PaCO2. si, elle est là. Si, Voilà, elle est donc, là. première Alors, étape, je vais calculer mon trou anionique. Deuxième étape, je vais calculer la PaCO2 attendue pour savoir prévisible. si mon acidose métabolique, elle est seule ou elle est mixte liée à une acidose respiratoire aussi. Là, juste la Exactement. formule, juste Voilà. pour avoir la formule. Avec la formule, c'est la première formule. C'est la première formule. La diminution de PaCO2 est égale Est-ce à que vous pouvez 1,3. faire un trait là-dessus avec la souris juste pour que les autres voient? Il y a aucun souci. Exactement. Voilà, Donc, c'est là. je dois avoir un Dans le cas, PaCO2. une diminution qui est égale à 1,3 de la diminution des bicarb. Exact. Vous allez comprendre que dans le cas clinique que je vais apporter. Pardon. Voilà. Alors, on a un patient qui se présente aux urgences hypotendu dans la gazométrie objectif. Un pH qui est 7,8, 7,28, une PaCO2 à 24, une Bécard à 16, une natrémie à 142 et une chlorémie à 102. D'accord. D'accord. Alors, on interprète cette gazométrie. C'est une acidémie, vu le pH qui est inférieur à 7,38. Donc, D'accord. c'est une acidémie. Acidémie, ce pH qui est diminué, est-ce qu'il est dû à une diminution de bicarb ou bien une augmentation du CO2? Pardon, Bien sûr, il y a un bruit, un son, oui, il y a un son un peu bizarre. c'est pas, oui, oui, Donc, vous pouvez continuer. c'est bon. C'est bon. Voilà. Vous pouvez Ouais. Alors, ce pH est diminué. Donc, est-ce que cette diminution du pH, elle est due à une diminution des bicarb ou bien une augmentation du CO2? Là, si on va tout de suite, on va dire que c'est diminution des bicarb.
C'est tout une ça. diminution de Bécard. Voilà, puisque Exactement, parce le qu'on est CO2. en Voilà, dessous du seuil. D'accord. exactement. Donc, Donc, cette diminution il y de a une Bécard, intervenante qui a dit, Marwa, oui, elle a dit aussi qu'il y a par élimination, par diminution du bêta. D'accord. très bien. Mais là, Donc, cette diminution de Bécard, elle doit avoir comme réponse prévisible une diminution du CO2. d'accord. Bien. Mais est-ce que Donc, notre CO2 est assez diminué pour, pour donner une voilà, réponse adéquate ou est-ce ou que pas. il n'est pas assez Elle est diminué et excessive. là, on aura un trouble mixte, c'est-à-dire une acidose métabolique et respiratoire en même temps. Voilà, on va calculer maintenant la réponse prévisible. Comme on a dit, la réponse prévisible, c'est pour calculer la diminution de PaCO2, c'est 1,3 fois la diminution de Bécard. Exactement. La Bécard, elle est diminuée par rapport à la normale. La normale, c'est 22. La D'accord. normale, c'est 22. Donc, la diminution par rapport à 22, c'est par 6 millimoles. D'accord. 6 millimoles fois 1,3. Je trop je compte. 1,3. Là, je n'ai pas la calculatrice, mais est-ce que vous avez fait le calcul? 6,1,3, ça sera 6 fois 1,3, 8,8. 7,8. 7,8, voilà. Exactement. 7,8. Donc, normalement, la diminution du CO2 par rapport à la normale, elle doit diminuer par 7,8 mm mercure. La normale du CO2, elle est à combien? La normale du CO2, Elle est à, 40. de 40, oui. La normale, elle est Hein? de 40. 40 moins 7,8, elle sera normalement 32. 32,2. 40 moins 7,8, 32. Voilà. Donc, notre Elle- valeur est inférieure à 32. Donc, on a une réponse adéquate, c'est ça? Normalement, la réponse prévisible du CO2, elle sera 32. Pourquoi elle est à 24? Donc, il y a une élimination excessive du Du CO2. CO2. Ah, Donc, il y a une composante d'une alcalose respiratoire associée. Est-ce que c'est clair? d'accord. D'accord, d'accord. Et là, l'intervenant qui s'appelle Marwa est par hyperventilation. Exactement. Exactement. Il y a une hyperventilation, donc l'hyperventilation, elle est excessive de la normale, donc il y a une composante d'une alcalose respiratoire. Donc, ce n'est pas un trouble simple, ce n'est pas une acidose métabolique simple, mais c'est un problème associé, elle est associée à une alcalose respiratoire. Donc, ça, ce n'est pas un trouble mixte, ce n'est pas une acidose métabolique associée à une acidose respiratoire, mais c'est un problème complexe. De deux troubles allant dans deux sens différents. Donc, D'accord? acidose métabolique plus une alcalose respiratoire. Respiratoire. Et maintenant, comme on a dit, c'est une acidose métabolique, bien sûr, on doit, très bien, c'est un trouble complexe, donc on doit calculer bien sûr le trou anionique. Ah, Le trou anionique, c'est le sodium, c'est la charge cationique qui est le sodium, moins la charge négative qui est le chlore plus les bicarb. Le chlore plus les bicarb, ça sera 118. Donc 142 moins 118, c'est 24. 26, 24. Donc c'est un trou anionique qui est élevé. Donc c'est une acidose métabolique organique associée à une alcalose respiratoire. D'accord, par un trou anionique élevé, probablement par présence d'anion indosé. Voilà, d'anion indosé organique, quelle que soit sa cause. Le cas hypotendu, peut-être c'est une insuffisance rénale. Est-ce que c'est une acidose à corriger? Je ne pense pas, c'est une 7,28. Donc, juste, on doit corriger la principale cause de cette acidose. Ça sera suffisant pour corriger notre pH. D'accord. Merci. Merci pour votre intervention, Dr. On Messakhria. peut, on peut, on peut avoir une deuxième séance en apportant des gazométries réelles, en les interprétant ensemble pour avoir comme ça une idée beaucoup plus pratique D'accord, donc pour on les va troubles organiser présents. d'autres séances pour des cas cliniques beaucoup plus. Donc, je vous Exactement, remercie. on est Merci pour disponible à votre, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci aux intervenants. Dr. Messakhria, vous êtes avec moi? Oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci de me donner l'occasion de présenter ce sujet intéressant. Merci aux On va participants. continuer avec les autres, on va continuer avec les autres troubles prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. En attendant votre suggestion, bien sûr. Et là, je viens d'enregistrer toute la visioconférence et je vais la partager, Inch'Allah, sur YouTube. Je vais vous la publier. Et vous pouvez poser vos questions. Quand je partagerai la vidéo, vous pouvez poser vos questions. Et Dr. Ben Skhria, là, sera là pour répondre, Inch'Allah. Merci encore une Inch'Allah. fois.